Donc, bonsoir et bienvenue dans cette première partie de présentation sur le banquet aristocratique. La première partie consistera à une analyse historique, sociale de ce phénomène du banquet aristocratique dans la Grèce antique, entre la période archaïque, donc 7e siècle avant Jésus-Christ pour vous situer, et la fin de la période classique, donc 4e siècle avant Jésus-Christ. 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est à peu près la période de la fin de la guerre du Péloponnèse. C'est la Athènes qui tombe, qui pique un peu du nez, etc. Pour vous situer ça dans le temps. Et la deuxième partie se concentrera donc, avec l'appui du banquet de Platon, sur l'analyse de la nature du banquet littéraire et ses enseignements initiatiques et peut-être et entre guillemets ésotériques relatif au mystère d'Éleusis en tout cas. Donc je vous expliquerai tout ça bien évidemment. Et je vais me baser sur trois personnages, trois historiens et philologues euh, pour, mes deux présentations. Donc Schmidt-Pantel, qui est spécialiste des banquiers dans la société grecque, donc pas que le banquier aristocratique, vous allez voir qu'il y a une différence. Dominique Arnoux, pour tout ce qui est la relation littéraire dans le banquet littéraire, et mon cher professeur, monsieur Yannick Scollan, pour le banquet Platon et son analyse et son rapprochement avec les mystères d'Éleusis et les rites initiatiques. Et en quoi, en fait, le banquet Platon est la démonstration de l'initiation à la philosophie. Et ça, on en parlera jeudi. Euh, donc, aujourd'hui, on se concentre sur le banquet aristocratique. Et c'est vrai que, en tant que moderne, entre guillemets, on a du mal à se figurer. En effet, nous, nos riches, nos dominants, lorsqu'ils banquettent, c'est souvent dans des choses un peu on va dire décadente, hein, on va lâcher le terme, donc des espèces de soirées dantesques, des fêtes, des parodies de fêtes, etc. On n'est pas du tout dans ça, enfin pas pour l'instant. Et pour comprendre vraiment la place du banquier aristocratique, il va falloir étudier trois choses. Premièrement, le rôle du banquier en général. Bon, je suis désolé pour les sautes de cause, ça m'arrive jamais, non. Enfin, je me mets dans ces dispositions. Désolé. Donc, je recommence. On va d'abord s'attarder sur le rôle du banquier dans la société grecque, de son contexte, de l'arrivée du banquier aristocratique, puisque le banquier aristocratique ne date pas des premières trente de la civilisation grecque. Ensuite, on va voir comment il se déroule et surtout euh, qu'est-ce qui met en évidence d'important dans ce que figure la représentation que l'aristocratie nous offre par ses banquets et notamment par ses retranscriptions littéraires. Et enfin, on va essayer de voir aussi comment ce banquet aristocratique va se terminer dans le temps, pour quelles raisons, et surtout qu'est-ce que cette transformation va provoquer dans le lieu littéraire que nous allons étudier du coup jeudi. Alors premièrement, euh, avant de parler du banquet aristocratique, il faut parler du banquet en Grèce. La société grecque est une société de banquets. C'est-à-dire qu'on dîne ensemble pour tout. Et ça dépend des cités, bien sûr, mais on le fait pour tout. Quand il y a un mariage, quand il y a un mort, quand il y a une naissance, quand il y a n'importe quelle modification dans la cité, tout ce qui apporte du changement dans la constance du monde doit être lavé par un rite et par un banquet. Et le banquet se présente toujours comme un repas qui survint après un rite. On sacrifie un bœuf, on sacrifie, on fait une hécatombe, donc on tue 100 bœufs, on sacrifie un animal, une chèvre, etc. Et ensuite, on prend les mauvaises parties pour les offrir aux dieux euh, et dans la fumée, et on prend les bonnes parties pour dîner avec. Et cette fonction-là du banquet, c'est d'une, de réunir tout le corps civique, puisque tous les hommes libres peuvent y participer, quelles que soient les cités, hein. Quand je dis homme libre, c'est juste non esclave et originaire de la cité. Donc c'est relatif à Sparte, à Athènes, à Corinthe, etc. Donc ils se réunissent tous ensemble, ils dînent, ils mangent tous ensemble, selon un rite très précis, et ils dînent en fait en même temps que les dieux. Et ils font ce que font les dieux sur l'Olympe, c'est-à-dire dîner entre eux. Et ce banquet, il permet d'une, évidemment, de souder des liens, de tisser des liens du corps civique, et de deux, de le lier, ce corps civique, sous l'égide des dieux. Surtout, c'est une marque pour les Grecs de civilisation. Par exemple,
Beaucoup plus tard, dans la période hellénistique, donc juste après les conquêtes d'Alexandre le Grand, il y a un explorateur grec qui s'appelle Mégasthène, qui va explorer l'Inde, du nord de l'Inde, donc de l'Himalaya jusqu'au Sri Lanka. Et il va décrire les sociétés indiennes qui sont toutes nouvelles pour eux, enfin, ils n'ont jamais vu d'aussi près. Et il va leur prêter des grandes vertus de civilisation, de culture, etc. Mais il va avoir quelque chose qui va le faire tiquer, c'est le fait qu'ils ne mangent pas ensemble, qu'ils ne banquettent pas, et que lorsqu'ils sacrifient des animaux, ils ne banquettent pas ensuite tous ensemble, que ce soit pour les mariages, les naissances, etc. Le fait que ça le choque, et le fait que ça, pour lui, ça démontre non d'un particularisme, d'une bizarrerie, montre l'importance dans le rôle civilisationnel du banquet pour le grec. Surtout que, d'autre part, heu, le banquet est présent même dans la tradition littéraire, la plus ancienne. La tradition littéraire la plus ancienne, dont on ait le plus de traces, la plus importante, bien sûr, c'est l'Odyssée et l'Iliade d'Homère, qui était très important, également à l'époque, hein. Tout le monde connaissait, les histoires d'Achille et cetera, hein. Donc c'est pas que maintenant qu'on s'intéresse, à l'Iliade et l'Odyssée, c'est dès l'époque on s'y intéressait, chacun avait ses versions, mais c'était un sujet littéraire, connu de tous. Et donc, dans ce banquet, dans Homère, pardon, il y a le banquet. C'est le banquet entre les guerriers. Et ce banquet qui se fait entre les guerriers et sous l'égide des dieux, encore une fois, est un banquet qui réunit tous les soldats. C'est le moment littéraire où tous les protagonistes sont autour de la table, un lieu de réunion et de partage qui est présent pour exalter des valeurs. Ici, c'est les valeurs guerrières chez Homère. Dans le banquet traditionnel, dans le banquet commun, on va dire, à la cité, ça va être les valeurs civiques ou les valeurs militaires, comme par exemple, pour les citer, les Spartiates, qui ne mangeaient que ensemble. Et il n'y avait pas d'impôt, et en fait, à la place de l'impôt, il fallait juste apporter sa contribution au grand dîner, au grand banquet, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on payait en fait ces impôts. Donc, par exemple, le plus pauvre donnait quelques légumes, et le plus riche dressait la table, donnait les petits, les verres, les argenteries, etc. euh, pour, euh, pour du coup permettre à toute la cité de manger ensemble, de vivre ensemble. Et pour juste situer ces banquets-là, souvent se déroulent assis, ça va avoir son importance, assis et on mange de la viande. Je vais en reparler beaucoup plus tard du fait de l'importance de manger de la viande et de l'importance d'être assis. Quelle indication ça va nous donner sur la différence entre le banquet classique, on va dire, et le banquet aristocratique. Maintenant, il va falloir que je vous parle du contexte du 7e siècle avant Jésus-Christ qui va mettre au monde en fait ce banquet aristocratique. Ce contexte du 7e siècle, il est très particulier. Et pour cela, je vais d'abord m'atteler à un tableau général, rapide, et ensuite à un exemple, la ville de Corinthe, qui verra les premiers banquets aristocratiques naître. Donc, la fresque générale. À l'époque archaïque, on parle d'un miracle grec, c'est-à-dire qu'il y a une explosion des échanges commerciaux. Il y a un développement des activités de transport de marchandises dans tout le monde méditerranéen. Quand je dis développement, c'est que ce n'est pas qu'on a créé des nouvelles routes. Les routes existent depuis très longtemps. Euh, les Grecs, dès l'époque archaïque, dès l'époque même mycénienne, donc moins 1300 avant Jésus-Christ, l'époque de la guerre de Troie, avec vent des Chinois, qui savaient qu'il y avait un autre peuple au-delà de l'Himalaya, connaissaient les Indiens et commerçaient avec eux, notamment les pierres précieuses du nord du Gujarat, et connaissaient très bien les Perses, les Égyptiens aussi, etc. Donc c'est pas un monde fermé. La mobilité à l'époque archaïque et même l'époque mycénienne est extrêmement grande. C'est-à-dire que les gens bougent souvent, voyagent souvent et font des distances parfois dantesques. Et donc il y a une explosion du commerce, c'est-à-dire qu'il y a une intensification des échanges, comme aujourd'hui on pourrait parler d'une intensification des échanges pour la mondialisation. Mais déjà à l'époque en fait c'était le cas. Et c'est les premières apparitions des marques occidentales, des marques de produits. La première marque, si vous voulez savoir, c'est Eutycartides, qui est une marque de céramique, voilà, qu'on a retrouvée autant en Italie que à Athènes, pour vous montrer du coup les échanges. Et si je vous parle des marques, des échanges, etc., c'est pour vous parler de l'essor d'une classe économique bourgeoise. Cette classe économique bourgeoise, ça va faire vivre des cités. Par exemple, la cité d'Égine, qui est une île minuscule. Vraiment, il n'y a rien, il n'y a même pas de bois, et la pierre est mauvaise, il ne pousse rien. Va devenir une plaque tournante du commerce. Parce qu'en fait, elle va louer une flotte à toutes les grandes cités, notamment Athènes, avant qu'elle devienne la grande Athènes démocratique qu'on a dû vous raconter. Elle utilisait la flotte d'Égine.
70 navires, 3000 hommes disponibles sur toute la mer Égée et toute la mer Méditerranée. La céramique de luxe athénienne va se transporter d'ailleurs comme ça, pour vous montrer vraiment l'importance du commerce dans les cités grecques. On va avoir d'ailleurs une diffusion du modèle grec partout, 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 dès l'époque archaïque, donc le 7e siècle avant Jésus-Christ, même le début de fin du 8e siècle. Par exemple, à Pecmao, dans le Languedoc, on va retrouver un contrat de vente entre des Étrusques et des Celtibères, donc des Espagnols, entre guillemets. Les Étrusques, c'est le nord de l'Italie, c'est l'équivalent de la Toscane. Et qui va être écrit en étrusque, en celte et en grec ionien. Et le contrat va faire mention de témoin, et le témoin, nous le savons, c'est une spécificité grecque, c'est-à-dire que le contrat ne concerne aucun grec, mais ils écrivent en grec, et ils font comme les Grecs. On a trouvé la même chose au Danemark avec le commerce de l'or. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous expliquer le développement, donc, comme je l'ai déjà dit, d'une classe bourgeoise qui va devenir de plus en plus importante et elle va devenir génératrice des richesses. Sauf que elle va s'opposer à un système politique qui ne les met pas en valeur. En effet, le système politique de la majorité des cités, et je vais prendre l'exemple de Corinthe, c'est le système oligarchique aristocratique. L'aristocratie à Corinthe, qui est une des plus grandes aristocraties, pour l'exemple, est une aristocratie foncière et militaire, plus majoritairement foncière. C'est-à-dire qu'elle va occuper des grandes propriétés terriennes et qu'elle va les louer à des petits exploitants, des petits hommes libres qui vont se mettre presque en esclavage pour pouvoir exploiter ces terres. Et si je prends l'exemple de Corinthe, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est celle qui va voir naître le banquier aristocratique. Pourquoi? Et là, on va pouvoir voir les trois causes de la naissance du banquier aristocratique. Premièrement, une crise, une crise intense politique qu'on appelle stasis, donc la crise, la tension, entre d'une part les aristocrates et de part cette nouvelle classe de marchands et de commerçants qui veut des revendications politiques, mais qui est reliée à un rang secondaire au niveau politique, alors que c'est elle qui produit la richesse, et toutes les richesses sont faites dans les villes maintenant. Et la plus en plus de la majorité de la population grecque habite maintenant dans les villes. Deuxièmement, il va y avoir un commerce très important avec la Perse. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi la Perse? Parce que le banquier aristocratique, une de ses propriétés, c'est de manger allongé, et d'autres propriétés que je vais vous expliquer. Et toutes ces propriétés sont d'origine perse, et c'est relaté notamment par Xénophon et aussi dès l'époque archaïque, par d'autres poètes qui ont fait le voyage en Grèce, etc. Il y avait en Perse, pardon, il y avait énormément d'échanges avec la Perse, et cet échange avec la Perse, de la mode du banquier aristocratique, va en fait mettre un idéal perse, un modèle perse de l'aristocratie, un modèle de valeurs et de vertus dans la société grecque qui est en train, elle, de se transformer vers une société embourgeoisée. Bien sûr, ce que je dis n'est pas le cas pour toutes les cités, hein, et c'est à différentes échelles. Athènes, grande cité de bourgeois, va connaître cette stasis, donc cette crise de moins 630 à moins 530, 100 ans, dans lequel va fleurir la démocratie athénienne. Mais il y a une autre cité très très réputée, Larissa, qui va résister, entre guillemets, qui ne va pas avoir cette stasis jusqu'en moins 404, avec l'arrivée du tyran Jason de Fer. Et ça va être la dynastie des Aléades, réputée une des plus grandes dynasties, des plus nobles, qui a accueilli des très grands savants, Gorgias, etc. Corinthe, donc, va voir naître en premier le banquier aristocratique du fait que les aristocrates, et ça va permettre d'arriver à mon second point, les aristocrates vont réagir différemment selon les cités. À Corinthe, il y a une famille d'aristocrates, les Bacchiades, qui va devenir promoteur de la céramique, de l'exploitation du commerce. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir certaines familles aristocratiques qui vont carrément rentrer dans le système commercial. Et ils vont favoriser l'implantation de nouvelles formes politiques, qui sont les tyrannies. Les tyrannies apparaissent à cette époque, lorsque un homme, avec l'assentiment du peuple, prend le pouvoir et représente la plupart du temps les commerçants, les artisans, la classe moyenne qui va devenir une classe riche. À Corinthe, l'autre bonhomme s'appelle Kypsélos, et il va renforcer le commerce puisque c'est grâce à ça qu'il est devenu tyran. Et les aristocrates, notamment les Bacchiades, vont carrément en profiter. Mais il y a d'autres familles qui veulent garder leurs valeurs.
parce que ce sont des valeurs liées à la terre et liées à la guerre. Et ces familles-là vont procéder à un retrait de la vie politique. Petit à petit, ils vont se renfermer sur eux-mêmes, ils vont fuir les cités et ils vont se retrouver entre eux, en petits cercles, en éthérés, qu'on appelle ça. Et dans ces petits cercles, ils vont chanter la gloire de leurs ancêtres et chanter les valeurs qui font qu'ils sont supérieurs aux autres. C'est comme ça qu'est apparu la majorité des jeux panhelléniques. Vous en connaissez un, les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques, c'est l'exaltation des valeurs aristocratiques, qui sont les valeurs de l'arêté. L'arêté, c'est un esprit sain dans un corps sain, pour résumer très rapidement. Et le développement de ces sites, de ces jeux panhelléniques, faits pour exalter les valeurs de l'aristocratie, va s'accompagner aussi de la création d'un banquet, qui va être sur le même modèle que le banquet d'Homère, donc entre aristocrates, entre égaux, premier point, qui est donc notre fameux banquet aristocratique. Ce banquet aristocratique, on l'appelle symposion en grec. Et il est très particulier, je vais un peu vous le décrire. Je ne vais pas faire une description très exhaustive. Si vous voulez que j'en fasse une, je pourrais en faire avec la lecture d'Athénée de Nocratis, qui a fait un livre sur toutes les manières de manger et toutes les manières de boire dans la Grèce antique. C'est un livre merveilleux que malheureusement je n'ai pas encore lu, mais voilà, si vous voulez un détail précis, allez voir cette référence. Donc, le symposium aristocratique, comment il se déroule? Premièrement, et là, c'est l'importance, je vous rappelle, je vous ai dit, c'est très important, les Grecs mangent la viande sacrificielle, etc. Là, non. On mange d'abord, et le banquet se passe ensuite. On boit ensuite. C'est-à-dire qu'on mange collégialement, comme je vous l'ai dit, toujours, les aristocrates entre eux, parce que les aristocrates sont égaux. D'ailleurs, les aristocrates, soit on les appelle aristoi, soit on les appelle dans un mot qui veut dire les égaux. Et ces égaux vont donc manger entre eux, et ensuite ils vont virer les femmes, virer les enfants, ramener les poètes, ramener les saltimbanques, et ils vont s'allonger selon un ordre très particulier, de gauche à droite en fonction de... plus on est à gauche, plus on est chez le jeune, et plus on est à droite, plus on est chez le sage. Et ils vont s'allonger comme ça, deux à deux sur la même banquette. Oui, bon, les Grecs sont un peu des pratiques étranges. Mais deux à deux sur la même banquette, et ils vont tour à tour se passer une coupe de vin et ils vont faire des libations euh, à Dionysos et à l'Agathos Daimon, qui est une sorte, pour résumer très vite, de divinité qui permet de bénir un endroit, de bénir un lieu et de s'adresser directement à un dieu supérieur comme Dionysos, par exemple, les fameux dieux que vous connaissez. D'abord, on invoque un petit démon, si vous voulez, pour s'adresser à lui. Et donc, premièrement, ils vont doublement placer le banquet sous l'égide des dieux. Parce que premièrement, je vous ai dit, ils mangent collégialement, classiquement, donc ils font un sacrifice. Deuxièmement, ils le bénissent sous un dieu particulier, Dionysos, par le vin. Ensuite, ils vont se le passer de gauche à droite en faisant des libations. Et c'est au moment de ces libations qu'on aura les particularités du banquet aristocratique. Dans le banquet aristocratique, qu'est-ce qu'on fait? On boit, premièrement, dans la mesure. Parce que l'aristocrate est dans la mesure. Deuxièmement, on fait intervenir des poètes pour chanter, exalter les valeurs aristocratiques qui ne sont plus dans la cité, comme je vous l'ai dit, ils ont déménagé, ils sont reculés parce que ce sont les gueux qui sont dans la cité. Par exemple, un certain poète qui s'appelle Théognis de Mégare, actif durant le VIe siècle, en moins 540, va composer des distiches élégiaques, donc des vers, des suites de deux vers par deux vers, etc., euh, poétique d'une très grande qualité littéraire. C'est un des meilleurs, des plus grands poètes de la Grèce antique, Théognis de Mégare, si vous voulez retenir. Et on a gardé quelques sentences. Et il va écrire d'ailleurs à ce sujet au fait que les aristocrates se sont retirés et que maintenant il faut exalter nos valeurs. Je vais vous lire un extrait rapidement et je vais d'abord vous le lire en grec pour que vous sachiez à quoi ça ressemble, qui n'est pas une prononciation exacte comme il faisait d'antan, hein. Il y a quelques petits changements d'adaptation de qu'on a fait au fil des temps, donc c'est pas parfaitement comme ça qu'il prononçait. Et ensuite, je vais vous la traduire, enfin, vous lire une traduction, pardon, en français pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Je commence, pardon. Courne, polismen ete de polis, laude de aloi, o proste ute dicas eidesan ute nomus,
al amphipleraisi doras aegon catetribon, ego doste elafoi teste ene monto poleos, cae nun eis agatoi polupaide, oide prinel estroi, nun deiloi, tiscentot anecoit esoron, alelus pardon, Allelus da patosin ep alleloisi gelontes ute kakon gnomas eidotes ut agaton. Ce qui veut dire, Cyrnos, notre ville, est encore une ville, mais d'autres l'habitent qui jadis, sans connaissance de la justice et de la loi, les flancs teints d'une peau de chèvre pâturaient hors de ces murs comme des cerfs. Et maintenant, ce sont les bons, et les bons sont devenus les méchants. Qui pourrait soutenir ce spectacle? Ils se trompent mutuellement, ils se rient les uns des autres, n'ayant nul idée ni du mal, ni du bien. Les gens qui désignent par ceux qui sont saints d'une peau de chèvre, ce sont les gueux. Ce sont les anciens non-aristocrates qui sont venus dans la cité et qui se sont enrichis. Là, il décrit clairement une aversion qu'a l'aristocratie pour cette classe. Et donc, par opposition, il va dans d'autres sentences, je pourrais vous envoyer le lien au Wikisource, il va chanter les valeurs de la noblesse. Le déroulé donc du banquet aristocratique met en évidence, comme je l'ai répété maintes et maintes fois, l'exaltation des valeurs aristocratiques, l'égalité des meilleurs, car les aristocrates sont égaux entre eux, et aussi la recherche du savoir. En effet, un thème très important devant le banquet, ce sont les devinettes, les aphories. Ils vont tour à tour, puisque l'ordre est très précis, s'échanger des petites devinettes, des petites blagues intellectuelles qui ont pour but de produire un discours réfléchi, organisé, rhétorique. C'est pour ça que, par exemple, euh, ils vont développer une des, euh, une des aphories, et c'est dans ces lieux-là, pardon, dans ce lieu-là qu'on va développer une des aphories les plus connues de la philosophie grecque, qui part d'un truc tout débile. À ce qui paraît, et ça c'est pas vérifiable, hein, mais à ce qui paraît, l'été, les femmes ont plus envie de faire l'amour et les hommes n'ont pas du tout envie. Et cette phrase, qui n'a aucun sens hein, scientifique ou littéraire, etc., va devenir une des blagues qu'on va le plus se passer et on va essayer, dans ces banquets, d'élaborer des théories complexes pour essayer de justifier cette phrase en la considérant comme vraie. Par exemple, des gens qui suivront Eric Zimac, un très grand médecin, vont essayer d'expliquer, bah tiens, c'est parce que la femme a plus chaud et que dans ses hormones, ça crée tatati tatata. Et il va avoir des explications littéralement grandioses, puisque ça va être des petits bijoux littéraires qui vont s'y développer. Mais vous allez me dire, pourquoi ils font ça? Ce sont des aristocrates, ils sont là pour exalter leurs valeurs. Est-ce que c'est leur valeur de parler dans le vent? Ce n'est pas qu'ils parlent dans le vent, c'est qu'ils essayent en fait d'instaurer la concorde. En effet, en se mettant d'accord sur un sujet. Ils essayent de développer leur talent de discussion pour produire un discours qui n'est pas dans le but de convaincre l'autre, comme le discours qui est dans l'assemblée, dans l'agora, là où il y a les gueux, comme le dit Théognis avec les flancs cintrés de peau de chèvre. Non, c'est pas ce discours-là. C'est un discours où tout le monde est déjà d'accord et on essaye juste d'admirer la beauté du phrase. Parce que on n'est pas là pour persuader, pour convaincre. Parce que si on est là pour persuader, pour convaincre, on fait comme ces gueux à la peau de chèvre qui parlent et qui ont monopolisé ce qui avant était le domaine des aristocrates. Et c'est pour ça que dans le banquet, contrairement à la cité qui est attaquée par la stasis, c'est-à-dire la crise, dans le banquet règne la concorde. La concorde, c'est la chose la plus importante du banquet aristocratique. Nous allons le revoir d'ailleurs dans le banquet Platon, comment la concorde est juste le thème principal avec le rite initiatique de ce banquet-là de Platon, donc. Mais on va pouvoir déjà, je vais vous expliquer deux petites choses sur cette concorde. Donc cette concorde, c'est, comme vous pouvez le penser, le fait de ne pas se battre, de ne pas se couper la parole, de toujours respecter l'autre, de considérer la parole de l'autre comme plus sainte que la sienne. Et cette concorde, elle suit quelque chose qui est en fait l'harmonie divine. Pour le grec, il faut savoir que n'importe quel événement qui change de l'habitude, comme une naissance, comme un mort, pardon, comme une guerre ou comme la paix, puisque la paix change de l'habitude,
c'est une souillure. Souillure n'a pas de sens négatif en grec. Malheureusement, c'est le seul terme qui existe en français, donc je suis obligé de l'utiliser, mais souillure, enlever tout sens négatif. Pour, pour nettoyer la souillure, il faut prier les dieux, intercéder avec les dieux pour qu'ils remettent l'ordre, l'harmonie. Parce que c'est selon l'harmonie qui régit le cosmos, donc l'univers. Qu'est-ce qui va se passer dans le banquet aristocratique? Le banquet aristocratique, c'est une imitation du dîner suprême, du plus haut des banquiers parmi les dieux, le banquet de l'Olympe. Les dieux banquettent autre part. Poséidon chez les Éthiopiens, Hadès chez lui, Athéna, elle peut dîner autre part, Apollon dîne au-delà du vent de Borée, donc chez les Hyperboréens, etc. Mais dans l'Olympe, là où dîne Zeus, là où tous les dieux sont conviés, on dîne de manière aristocratique. Et les aristocrates vont faire une imitation de cela. Donc la concorde, c'est pour imiter l'harmonie qui régit le cosmos, qui régit les relations entre les dieux durant ce banquet. Alors que les dieux se bagarrent tout le temps, etc., dans la vie de tous les jours, parce qu'ils sont dans un monde qui est lié, qui a beaucoup de chaos, qui a beaucoup de méfaits, etc., et qui prennent le mode de ces méfaits, dans le banquet, ils reviennent à leur place de créateurs et de ceux qui donnent de l'ordre au monde. Ensuite, le fait qu'il y ait aussi une libation à Dionysos va encore renforcer cet effet pour le rappeler, pour le ramener, encore plus aux dieux. Et le fait qu'ils veulent instaurer la concorde se met en opposition avec la stasis. Et lorsque je vous ai dit que oui, les discours des différents nobles ne sont pas des discours où on essaie de convaincre, de persuader comme à l'agora, mais des discours où tout le monde est d'accord, où on essaie de créer pour créer le beau, en fait, c'est une imitation de, de comment les dieux ont créé le monde. En fait, il faut se rappeler l'étymologie cosmos. Cosmos, donc qui veut dire l'univers, l'ornement, vient de cosméo. Le verbe cosméo, ça veut dire équipé, et donc, comme je l'ai dit il y a 2 secondes, orné aussi. Et en fait, lorsqu'on fait des ornements, juste pour le beau, sans bagarre, sans conflit avec est-ce que tu as raison, est-ce que tu as tort, etc., on fait la même chose que ce que le principe démiurgique a fait quand il n'y avait que le chaos. Le chaos, c'est l'ouverture, le trou béant, là où il y a toutes les manifestations qui se mélangent, qui s'entrechoquent, le bouillon. Lorsque le principe démiurgique, donc le premier principe créateur, le principe unique, car chez les Grecs, le principe est unique, hein, comme dans toute tradition, créer le monde, il va l'orner, il va cosmer, il va Cosmeo, c'est jeu, genre, c'est Cosme Hey. Donc, et quand il va orner, euh, et donc, pardon, les aristocrates, lorsqu'ils vont produire un discours, ils vont orner. Ils ne vont pas créer un chaos d'arguments pour convaincre. Non, ils vont faire ce que les dieux ont fait. À partir de quelque chose de très. D'une bouillasse. Donc, une espèce d'aphorie sur les femmes qui voudraient plus sur l'amour l'été que les hommes, qui n'a plus aucun sens. On ne cherche pas la vérité dedans, on cherche la vérité dans l'ornement qu'on va. Et donc, au moment où il va avoir une valeur aristocratique, comme je vous l'ai dit, mais une valeur éminemment, euh, non pas ésotérique pour l'instant, ça va être mais éminemment symbolique, religieux. Et c'est pour ça, lorsqu'il se transmet et venir à un lieu littéraire, on va retrouver ça exacerbé dans la parodisation entre le banquet et l'initiation du plus grand mystère de la Grèce antique. Donc les mystères, c'est un peu le côté ésotérique de la religion grecque. Ésotérique, pour ceux qui ne savent pas, pour résumer très rapidement, c'est ce qui est entre guillemets caché, ce qui permet l'illumination vers Dieu, vers le sommet de l'existence, et c'est réservé à une très petite élite. C'est une définition très bancale, mais pour savoir. Et dès la fin de la guerre du Péloponnèse, il va y avoir la fin de cette pratique. Et le meilleur exemple, encore une fois, c'est cette ville d'Athènes.
Athènes va connaître la plus grande stasis, donc crise politique, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, de moins 530 à de moins 630 à moins 530, qui va découler sur la mise en place d'un régime démocratique. Ce régime démocratique, de base, il vient là pour arrêter, pour virer le tyran qui est Pisistrate. Et ce régime démocratique, c'est une alliance entre l'aristocratie et le démos. Sauf que ce démos va petit à petit écouter des démagogues, des logographes, des sycophantes, en somme, des personnages qui occupent l'Assemblée et qui créent la distorsion, le chaos. Et en fait, les grands aristocrates vont suivre l'exemple d'un énergumène qui fait partie d'une des plus grandes familles d'Athènes, qui est à peu près parenté avec autant Pisistrate, donc le tyran, que les anciens rois d'Athènes, que Périclès. Cet homme, c'est Callias. Callias, c'est lui qui va être la figure du banquier aristocratique et de l'aristocratie décadente. En fait, il est très penché donc, sur les excès, etc. Et lui, il va se retirer de la vie athénienne durant la guerre du Péloponnèse, qui va être une grande défaite pour Athènes. Et cette guerre du Péloponnèse, elle va mettre Athènes à genoux. Et elle va chercher des exemples, des valeurs. Ça va être une crise identitaire. Ils vont même remettre en cause les dieux qu'ils ont choisis au début de leur âge d'or. Parce que, pour la petite anecdote, et après je reviens sur notre cher Callias, les Grecs et les Athéniens, au début, priaient, avant aussi, il y a des temps très reculés, priaient ce qu'on appelle des dieux chthoniens, donc des dieux qui sont sous le sol, tels que Poséidon. Et le mythe de, par exemple, vous savez, il y a un mythe de Athènes, les Athéniens qui choisissent entre Poséidon et Athéna, et ils choisissent finalement Athéna. Et ben, en fait, ça fait référence à cette transition où, lorsqu'Athènes va devenir une grande puissance commerciale vers fin 6e siècle et tout le 5e siècle, l'époque de Périclès, tout ça, et elle va choisir des dieux lumineux, Athéna, Apollon, etc. Et à la fin du 5e, début du 4e siècle, lorsque Athènes va se faire laminer, va avoir une grande crise identitaire, va subir la tyrannie des 30 et va subir aussi les affres de la démagogie. La démagogie est un terme utilisé par les plus grands philosophes, Platon, même Isocrate, Aristote aussi, mais il vient un peu plus tard, bref. Quand elle va subir cela, elle va remettre en cause non pas l'existence, mais l'utilisation de ces dieux. Ces dieux sont-ils si vertueux que ça? Vous pouvez le voir notamment avec la pièce de théâtre, la tragédie Ion d'Euripide, qui va faire d'Apollon, dieu lumineux, solaire, parfait, un violeur, et qui va remettre en cause la perfection d'Apollon. Donc là, c'est pour montrer la crise identitaire que subit Athènes. Et Callias donc, va se retirer, comme tout aristocrate, de la stasis générale. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des espèces d'orgies. Il va parodier des banquets. Et le pire, ce qui montre la fin du banquet, c'est qu'en fait, il va les ouvrir à des gens qui ne sont pas des aristocrates. Il va les ouvrir à au-delà de ses grandes familles. Et qu'est-ce que je vous ai dit pour le banquet? Il faut que, premièrement, donc, il y ait exaltation des valeurs, exaltation symbolique qui est relative aux dieux, etc., à la concorde, et que ce sont tous des égaux qui y participent. Donc c'est comme ce sont tous des égaux, il n'y a aucun souci, aucun problème. Ça là permet la concorde. Là, il va y avoir des petits bourgeois, des anciens nobles, on ne sait plus pas trop ce qu'ils sont, des nouveaux enrichis, etc., qui vont parasiter en venant autour de Callias, le banquier. Ils vont venir autour de Callias en essayant de chercher des, euh, comment s'appelle, des charges, de l'argent, etc. Et ils vont butiner autour pour créer cette espèce de banquier un peu bâtard qui est le banquier aristocratique de l'âge classique, de la fin de l'âge classique. Et ce banquier, pour vous montrer à quel point il n'est pas vertueux, c'est dans ce banquet-là que va se développer une aversion pour les philosophes et les savants. Et cette aversion pour les philosophes, c'est notamment ce qu'on peut symboliser avec l'histoire de Socrate, qui va se faire, bien sûr, comme vous le savez peut-être, qui va se faire juger et puis mettre à mort pour avoir euh, détourné la jeunesse, détourné les mineurs et renié les dieux. En fait, cette histoire, elle est extrêmement drôle, enfin, pas pour lui, parce que ce sont trois personnes qui l'ont accusé dont un homme qui s'appelle Lycon. Il porte bien son nom. Lycon, il a accusé Socrate d'être celui qui détourne la jeunesse, qui la pervertit, parce qu'il aurait des relations bizarres avec elle, parce qu'il la détourne des dieux, parce qu'il lui enseigne quelque chose, des choses de sophiste, il lui enseigne des valeurs bizarres et étranges.
Ah, je bug, je crois. Hmm. Non, c'est bon, pardon. Il va lui enseigner des valeurs étranges et il va leur enseigner aussi une espèce d'un peu de réticence envers la démocratie, les logographes qui le représentent eux. Et il va donc le mettre en cause avec deux de ses amis. Et lui, en fait, c'est comment dire poliment, le butineur de Callias. Donc il va dans tous les petits banquets de Callias, dans toutes les petites réceptions. Et en fait, il a donné son fils Antilicon, qui avait 12 ans, à Callias pour attirer ses faveurs, parce que Callias était un pédophile notoire. Voilà pour vous montrer le discours inverse que produisent ces gens et que produit ce nouveau banquier, c'est-à-dire que les figures aristocratiques qui sont censées être dans la vertu, qui sont censées se retrouver entre égaux pour participer à un banquet très rituel, vont petit à petit devenir les pédophiles qu'on connaît, qui sont très analogues à notre époque contemporaine et qui vont accueillir des espèces de butineurs qui vont chercher le meilleur profit. Dès qu'on fait rentrer le profit, dès qu'on fait rentrer la volonté de convaincre, de persuader, etc., on brise la concorde qui était de base dans la cité, mais qui a été perdue parce que la stasis, tout ça, tout ce que je vais raconter, qui a été décalé dans le lieu qui est le banquet aristocratique. Et là, ils vont faire la même. Ce qui s'est passé dans l'agora au 7e siècle, ils vont le répéter au 5e et au 4e et au début du 3e siècle. Non, pardon, fin 5e, début du 4e siècle. Mais c'est ce déplacement qui va mener à une nostalgie un peu de l'ancien banquet aristocratique, des valeurs, etc. C'est cette nostalgie qui va mener de nombreux auteurs, comme Platon, Xénophon, et ensuite euh, Athénée de Nocratis, et bien d'autres, hein, à écrire des banquets, qui va devenir un genre littéraire. Le genre littéraire du banquet va essayer de retransmettre ce qui avait été le banquet aristocratique, c'est-à-dire avec cette délicatesse, cette virtuosité, puisque c'est par là, c'est dans les banquets aristocratiques que sont nés les plus grands poètes, hein, les plus grands poèmes, et c'est dans ce banquet-là que, par exemple, est né le genre du dithyrambe, le genre de l'élégie, le genre énormément de genres de l'élégie, donc énormément de genres poétiques qu'on retrouve encore aujourd'hui, et même au XVIIe siècle, avec Boileau, etc., sont nés là-bas. Donc, pour vous citer des exemples, Pindare, Arion, Théognis de Mégare que j'ai déjà cité, euh, oui, pardon, Stésichore, Bacchylide, donc des noms qui sont équivalents pour nous aux Molière, Baudelaire, etc., et qui vont créer des genres littéraires. Et donc, c'est un parfait lieu pour la littérature, pour un Platon, pour un Xénophon qui veut écrire un livre, un texte, pardon, c'est un parfait lieu littéraire, parce que c'est l'exaltation du savoir, l'exaltation de la concorde, de la paix, de l'ornement, de l'analogie de ce que font les dieux, c'est-à-dire orner le monde. Et les aristocrates ornent le monde. L'auteur orne son livre. Et le banquet littéraire va aussi, et le banquet, oui, aristocratique va donc devenir un lieu littéraire pour se mettre en opposition avec la décadence du véritable banquet aristocratique de l'époque, parce que Platon n'a jamais participé à un banquet, hein, ni Xénophon d'ailleurs, enfin, des banquets peut-être bâtards, entre guillemets, mais jamais un vrai banquet. Et ils vont notamment devenir des lieux d'un questionnement sur le savoir. Le banquet littéraire, surtout de Platon, mais aussi de Xénophon, va devenir le lieu du questionnement de qu'est-ce que savoir, qu'est-ce que apprendre. Et le banquet littéraire va petit à petit devenir un préambule. C'est-à-dire que ça va être ce qui va arriver avant de philosopher. Avant de philosopher, dans le banquet, on va se questionner sur qu'est-ce qu'un savant, qu'est-ce que philosopher, qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que aimer le savoir, philosophia. Et ça, on va discuter dans le banquet. Mais une fois qu'on aura trouvé la réponse, ça sera la fin du banquet. Le banquet aura rempli son rôle de questionnement. Mais ça, nous allons le voir jeudi avec l'étude du banquet de Platon sur les analyses du philologue Yannick Scolan. Merci de m'avoir écouté. Désolé pour les petites coupures qui sont survenues durant ma présentation. J'espère qu'au moins vous avez pu retenir deux, trois petites choses.